Bonjour à tous. Bienvenue dans cette 3e saison des podcasts de l'ITIAM, où philosophes, sociologues, psy s'invitent en école d'ingénieur. Vous écoutez le 2e épisode de la saison 3 autour de la question « Qu'est-ce qu'un être humain ?» Cette conférence a été menée par le philosophe Francis Wolff. Bonne écoute. Alors merci Elliot pour cette présentation. Mon sujet en effet est « Qu'est-ce qu'un être humain ?» Et j'ai vu passer ici et là l'annonce de cette conférence avec un autre titre qui était « Qu'est-ce qu'être humain ?» Or ce n'est pas tout à fait la même chose parce que qu'est-ce qu'être humain ? Dans ce cas-là, le mot humain est pris au sens éthique du terme, c'est-à-dire l'humanité comme espèce de qualité, par exemple la qualité de ceux qui sont sensibles à la souffrance d'autrui, à la compassion. On est humain, c'est trop humain, une espèce de faiblesse propre à l'humanité. Moi, ma question est beaucoup plus classique, en effet, comme vous l'avez rappelé, Elliot, c'est la question « qu'est-ce que l'homme ?» Sauf qu'aujourd'hui, étant donné l'usage du mot « homme » et l'ambiguïté qu'il a dans un certain nombre de nos langues, en particulier en français, où « homme » s'oppose ou se distingue des autres animaux, mais « homme » se distingue aussi de la femme. Donc plutôt que d'être ambigu, de dire « qu'est-ce que l'homme ?» je préfère dire « qu'est-ce qu'un être humain ?» Alors il est vrai, vous l'avez rappelé à l'instant, que de plus en plus aujourd'hui, notre modernité ou postmodernité, comme on veut, tend à relativiser les frontières. Et quand je dis les frontières, ce n'est pas simplement les frontières de l'homme et de l'animal. Il y a, surtout depuis le tournant du XXIe siècle, une tendance à redouter les définitions. C'est-à-dire qu'on ne veut pas enfermer les choses, les êtres dans des définitions comme si c'était devenait normatif. La distinction masculin-féminin est remise en cause, ou la distinction homme-animal est remise en cause. On dit, on montre qu'au fond, tout ce qu'on a pris longtemps pour des propres de l'homme se trouve déjà chez un certain nombre d'animaux. Eh bien, malgré tout, l'exercice à laquelle je vais me livrer avec vous, ça sera de tenter quand même une définition de cet être humain, Homo sapiens. Voilà, quelles sont ses caractéristiques, à la fois ses capacités et son unicité. Bon. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de constater que c'est aujourd'hui que l'on conteste le plus, comme vous le rappeliez à l'instant, la distinction homme-animal, puisqu'on veut qu'il y ait une sorte de continuité entre l'homme, Homo sapiens, et les autres espèces. C'est pratiquement, il suffit d'ouvrir la radio, la télévision, tous les jours on vous explique que les animaux sont capables de toutes les performances que l'on attribuait jadis ou naguère à l'être humain. Eh bien, ce qui est très curieux, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, je veux dire, dans les années 2000, au XXIe siècle, la barrière entre l'homme et les autres espèces n'a jamais, le gouffre n'a jamais été aussi profond. Pourquoi ? D'abord parce que Homo sapiens, vous le savez peut-être, est la dernière espèce survivante du genre Homo. Il y a eu jusqu'à 11 espèces différentes, dont Homo sapiens est le seul survivant. Il y a eu depuis Homo erectus, et la dernière espèce d'Homo qui a subsisté était le fameux homme de Néandertal qui s'est éteint il n'y a pas si longtemps, qui s'est éteint il y a 4000 ans et qui s'est reproduit avec le sapiens pendant des siècles, des millénaires. Vous savez qu'il y a à peu près 2% de nos gènes qui sont néandertaliens. Ce que, voilà, vous pouvez le voir sur cette figure, n'est-ce pas, qu'il y a dans le sapiens un air de famille avec le néandertal. Et ça, c'est la première raison. Donc Homo sapiens est le dernier survivant
du genre Homo, et nous n'avons plus que de très lointains cousins, qui sont en effet les singes et les primates supérieurs, que sont les chimpanzés et les bonobos. Mais ce sont des très lointains cousins, puisque nous avons perdu tous les autres. Alors il y a une deuxième raison pour laquelle le gouffre est de plus en plus profond, c'est la chose suivante. L'être humain aujourd'hui, Homo sapiens, il est le fruit de deux types d'évolution sur la théorie de l'évolution. D'une part, il y a un phénomène d'hominisation naturelle. L'être humain, Homo sapiens, depuis 300 000 ans qu'il existe, n'a cessé d'évoluer, comme toutes les autres espèces, en s'adaptant au milieu, en s'adaptant à tous les écosystèmes de la Terre. Et ça, c'est une adaptation comme les autres espèces. Mais il n'a cessé d'évoluer. Et il y a une deuxième raison pour laquelle l'Homo sapiens est de toute façon de plus en plus distant des autres espèces, c'est qu'il est le seul à bénéficier de quelque chose qu'on appelle l'humanisation culturelle, c'est-à-dire au fur et à mesure du progrès des différentes cultures dans leur extrême diversité, eh bien, il y a un phénomène propre à l'humanité qui est ce qu'on appelle l'effet cliquet de la culture. L'effet cliquet, ça signifie que, alors qu'il y a peut-être, c'est à la mode de le dire, des cultures animales, il n'y a pas d'effet cliquet, c'est-à-dire que d'une génération à l'autre, la culture acquise n'est pas transmise. Ça s'oublie à chaque génération. Alors que dans le cas de l'humanité, l'humanisation est telle que, au fur et à mesure, tout le fruit de l'adaptation, tous les fruits culturels sont transmis de génération à génération. L'effet cliquet, ça signifie que ça n'est jamais perdu et qu'il y a toujours une progression culturelle. Alors j'en viens à ma question, qu'est-ce qu'un être humain ? Alors qu'est-ce qu'un être humain ? On va faire selon une bonne vieille méthode logique pour définir quelque chose. C'est ce qu'on apprend depuis l'Antiquité, depuis Aristote. Il faut le mettre dans son genre. Si vous voulez définir une chaise, vous allez dire d'abord une chaise, c'est un meuble. Et puis après, vous allez dire quel type de meuble c'est. C'est un meuble qui sert à s'asseoir. Bon, alors qu'est-ce qu'un être humain ? Ça appartient à quel genre ? C'est un animal. Bon, là, il n'y a pas... on oppose l'homme et l'animal, mais au fond, du point de vue physique, l'homme est un animal qui, comme tous les autres animaux, est soumis à l'évolution des espèces et à l'adaptation à son milieu. Alors vous allez me dire, puisque vous savez que les philosophes sont comme ça, ils sont un peu comme les enfants, quand on leur pose une question « qu'est-ce que ?» et qu'ils ne sont pas satisfaits de la réponse, alors ils reposent la question. Et qu'est-ce que c'est qu'un animal, évidemment ? Eh bien, un animal, c'est un être vivant. Alors arrêtons-nous là, parce que cette réponse, déjà, peut être intéressante. Qu'est-ce que c'est qu'un être vivant ? Alors je ne vais pas m'appesantir sur cette question que j'ai traitée dans mon dernier livre, que vous avez cité à l'instant, Eliot, qui est « La vie a-t-elle une valeur ?» Et donc je pose la question, est-ce qu'on peut définir un être vivant ? Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une question, là encore, que pratiquement tous les philosophes, au moins depuis Platon et Aristote, se sont posés, de définir ce qui fait la vie, de définir ce que c'est qu'un être vivant. Et qu'est-ce qui distingue, par exemple, une chaise, une table, d'un être vivant ? Alors, je vais vous proposer une expérience. Vous prenez un être vivant quelconque, voilà, voici un être vivant, et on se livre à une certaine expérience avec lui. Vous connaissez peut-être l'expérience. Si vous avez des animaux de compagnie, eh bien vous lui offrez un petit peu de nourriture. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous voyez, hop, il a mangé ce qu'on lui avait donné à manger. Il a légèrement grossi. Là, ma diapo n'est pas très précise, mais si vous avez vu, il a légèrement grossi. Il n'a pas pu tout transformer. Donc, mais ce qui s'est passé, c'est que le chat a fait du chat. Avec quoi ? Avec du non-chat. Ça, c'est une particularité extraordinaire de ces êtres qu'on appelle les êtres vivants. Vous faites ça avec une chaise, ça ne marche pas.
C'est-à-dire une chaise ne transformera jamais une matière non chaise en chaise. Mais un être vivant, quel qu'il soit, c'est ce qu'on appelle le métabolisme, est capable de métaboliser des substances qui ne sont pas lui-même en lui-même. Et ça, c'est une particularité de tous les êtres vivants. Alors, il y a une deuxième particularité. Tout ne peut pas être transformé. Il y a une deuxième particularité. On va faire une deuxième expérience, n'est-ce pas ? Le chat a fait du chat avec une non-chat. On fait une deuxième expérience. On prend un chat, on prend un autre chat, si vous voyez ce qu'on peut essayer, espérer de cette expérience, eh bien, au bout d'un certain temps, voilà, il se passe que, eh bien, les chats ont fait des chats. Et ça, c'est une deuxième particularité, c'est une des grandes constantes de la vie, quelle qu'elle soit, de tous les êtres vivants, n'est-ce pas ? C'est que les êtres vivants sont capables de faire d'autres êtres vivants. Et ça, c'est les deux grandes fonctions de la vie, la capacité à métaboliser de la substance en soi-même et la capacité à produire un autre soi, par exemple, par la reproduction sexuelle. Alors ça marche pour tous les êtres vivants, n'est-ce pas ? Ça marche pour les plantes, évidemment, ça marche pour les êtres humains, évidemment, ça marche quelquefois. Bon, ça ne marche pas à tous les coups, voilà, parce que voilà, il n'y a pas d'amour parfait, ce qui est, pour certains le savent peut-être, un autre de mes livres. Alors, résumons où nous en sommes. Un être vivant est un être capable de reproduire en lui-même sa propre substance. Deuxièmement, capable de produire hors de lui-même d'autres êtres semblables à lui-même, et troisièmement, capable de ne pas être, c'est-à-dire de mourir. Seuls les êtres vivants sont voués à ne plus être vivants. Alors maintenant, j'ai défini un être vivant, et je reviens à ma question, qu'est-ce qu'un être humain ? Un être humain, c'est un animal, et je remonte, quelle est la particularité de l'animal parmi tous les êtres vivants ? Eh bien, un animal est un vivant. Qu'est-ce qu'être vivant ? Nous l'avons vu. Un être vivant est capable de se reproduire lui-même ou dans un autre vivant et de mourir. Mais qu'est-ce qu'un animal ? Parmi les vivants, eh bien, on peut définir l'animal comme un vivant mobile et hétérotrophe. Qu'est-ce que ça veut dire un être mobile et hétérotrophe ? Je crois que mobile, ça se comprend de soi-même. Un animal n'est pas n'importe quel vivant. C'est un vivant qui, en général, a la capacité de se mouvoir et qui est hétérotrophe, c'est-à-dire qu'il est capable, qui ne se nourrit, qui ne métabolise que des substances organiques et qui ne peut effectuer la synthèse de ses propres éléments constituants, au contraire des plantes, comme vous savez, qui sont autotrophes, parce qu'elles transforment par photosynthèse l'énergie lumineuse, l'eau et le dioxyde de carbone en sa propre substance. Mais en dehors des plantes, même les champignons sont hétérotrophes, eh bien, les êtres vivants que sont les animaux sont mobiles et hétérotrophes. Alors ceci a des conséquences importantes sur le comportement d'un animal. Qu'est-ce qu'un animal ? Alors, je vais la représenter de façon assez grossière. Soit, ça c'est un animal, et si un animal est mobile, pourquoi ? C'est parce qu'il dispose d'un système d'information sur son environnement, une espèce d'input, n'importe quel animal, que ce soit une huître, que ce soit un mammifère, un oiseau, un insecte, une mouche, tout ce que vous voulez, tout animal dispose d'un système d'information sur son environnement qui lui permet de réagir et de s'adapter à cet environnement et à cette modification pour, par des impulsions, poursuivre, éviter, fuir, attaquer. En ce sens très général,
un animal quel qu'il soit, une puce par exemple, un corail, une éponge, une huître, n'est guère distinct dans son comportement de ce que j'appellerais un robot. Par exemple, une voiture autonome. Une voiture autonome, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un système dans lequel vous avez des capteurs, comme chez ces animaux extrêmement rudimentaires, un système de capteurs qui apporte des informations et qui leur permet de s'adapter à l'environnement par des impulsions. Donc une bête robot ou un animal-machine, comme disait Descartes, ou une voiture autonome, voilà comment ça fonctionne. Alors maintenant, nous savons ce que c'est qu'un animal, et la question c'est, nous savons ce que c'est qu'un vivant, nous savons ce que c'est que ce type de vivant particulier qui est un animal, mobile hétérotrophe, nous savons pourquoi ils sont mobiles, et il nous reste à savoir qu'est-ce qui va faire la particularité de cet être humain qui est lui-même un animal mobile hétérotrophe. Je vous ferai remarquer que ce que je viens de montrer là pour les bêtes robots est tout à fait significatif de l'être humain lui-même. C'est-à-dire que dans la plupart, enfin peut-être pas la plupart des cas, là il me disait dans les 3/4 des cas, nous agissons exactement de cette façon, sans que ça passe par notre conscience. Et heureusement, nous respirons, nous marchons, nous conduisons, nous descendons les escaliers sans en avoir conscience, nous recevons sans en avoir conscience des informations qui viennent du milieu et qui nous font marcher, qui nous font éventuellement descendre, monter, conduire, etc. Respirer. Imaginez que ce ne soit pas automatique, que nous ne soyons pas comme des robots. Nous ne pourrions imaginer qu'à chaque pas que nous faisons, nous devions avoir conscience, comme peut-être les premiers pas que nous avons faits quand nous avions 1 an. Il serait absolument impossible de vivre si la plupart des actions vitales qui sont les nôtres n'étaient pas des actions automatiques exactement comme celles d'un insecte, d'une puce ou d'une voiture autonome. Maintenant, il y a certains comportements qui sont évidemment propres aux êtres humains. Et c'est ce que nous allons chercher maintenant. Nous allons être à la recherche des propres de l'homme. Alors une réponse qui vient à l'esprit, c'est justement ce que je viens d'invoquer, la conscience. La conscience, Descartes par exemple au XVIIe siècle, pensait et montrait que seul l'être humain est doté de conscience. Par le nom de pensée, j'entends tout ce qui se produit en nous dont nous sommes conscients, et les autres êtres vivants, et en particulier les autres animaux, pour Descartes, ne sont pas conscients, ils n'ont pas accès à la pensée. Au fond, ils sont tous comme les bêtes robots, les animaux machines que je viens de décrire. Alors aujourd'hui, nous ne pensons plus que l'être humain soit le seul être conscient. Nous pensions qu'il y a beaucoup d'autres animaux conscients. Nous pensons que parmi les animaux non humains, au moins les mammifères et les oiseaux possèdent, selon les neurologues, le substrat neurologique de la conscience, c'est-à-dire un système nerveux central qui est la condition nécessaire de la conscience. Mais alors qu'est-ce que c'est que cette conscience ? Qu'est-ce que c'est que la conscience ? Alors n'imaginez pas, pour l'instant, des choses tout à fait extravagantes. La conscience, c'est simplement le fait d'éprouver quelque chose, d'avoir une expérience de quelque chose. Autrement dit, capacité à éprouver, ça me fait quelque chose. Voilà. Quand on est conscient de quelque chose, c'est que ça nous fait quelque chose, nous expérimentons quelque chose. Ça peut être quelque chose de très très vague. Satisfaction, douleur, si on vous marche sur les pieds, voilà. Ça, c'est la manifestation même de la conscience. C'est ce qu'on appelle la conscience phénoménale. La conscience phénoménale, c'est simplement le fait d'éprouver quelque chose. Ça ne signifie pas que j'ai conscience qu'il existe
cette bouteille. Il y a des états de conscience qui se bornent à être de la conscience phénoménale dans lesquels il n'y a pas de conscience qu'on appelle conscience d'objet. Je vois une bouteille, ce qu'on appelle la conscience intentionnelle. Non. Par exemple, des états comme la douleur nue ou l'angoisse, par exemple, ce sont des états de conscience purement phénoménales. Si j'ai peur de quelque chose. Ça, c'est de la conscience intentionnelle. Mais l'état d'angoisse, par exemple, ou un autre exemple que l'on peut prendre pour la conscience phénoménale, l'orgasme. L'orgasme est un état de conscience phénoménale, on éprouve quelque chose. Et ça n'est pas un objet que l'on voit, que l'on entend, que l'on perçoit, que l'on touche, etc. Alors donc, nous savons aujourd'hui que cette conscience phénoménale, eh bien, elle est partagée par de nombreux autres animaux non humains. Alors, ça va changer un petit peu le comportement de mon animal tout à l'heure. J'en étais aux animaux machines, aux animaux robots. Maintenant, je vais prêter à cet animal, quel qu'il soit, peut être un chien, un chat, un oiseau, tout ce que vous voulez, mais c'est un animal conscient. Et ça va un peu changer à la fois le type d'information qu'il va recevoir de l'extérieur, puisque c'est un vivant, mobile, hétérotrophe, et le type d'impulsion qu'il va avoir par rapport à ses propres mouvements. Parce qu'il va en avoir conscience. Eh bien, des informations dont l'animal ou l'être humain a conscience, on va les appeler, donc il est conscient, ça lui fait quelque chose, et les informations qui viennent à lui, dont il a conscience, on va les appeler des croyances. Voilà. L'animal est un univers de croyances, non pas au sens des croyances, au sens très élevé du terme, je crois en quelque chose, non pas du tout. C'est qu'il voit des choses, il entend des choses, n'est-ce pas ? Et il croit en l'existence de choses autour de lui, mais c'est très très global, n'est-ce pas ? Et il a des impulsions à agir. Et ces impulsions à agir, il en a conscience cette fois-ci, cet animal. Alors ça, on va appeler ça des désirs. D'un côté, il a des croyances qui sont l'input, ça passe par la conscience, et de l'autre côté, du côté de l'output, il y a des désirs. Je ressens, par exemple, un sentiment de douleur, je fuis, désir de fuite. Voilà, l'animal. Ce qui n'était, dans le cas précédent, ça ne passait pas par la conscience. Et là, ça passe par la conscience. Alors, quelles sont ces croyances à l'animal conscient ? Le chien, le chat, tout ce que vous voulez. Eh bien, dans ces croyances, il y a deux sortes de choses. Voilà, je vais prendre 3 exemples qui sont très significatifs de ce que éprouve l'animal conscient dans son milieu naturel. Il éprouve, par exemple, quelque chose comme « ici, il y a de la nourriture ». Il éprouve des choses du genre « là, il y a un prédateur » ou il éprouve « là-bas, un partenaire sexuel ». Au fond, dans la vie naturelle, dans la vie sauvage, c'est les 3 choses qui importent à l'animal, puisqu'il est mobile, il est hétérotrophe, donc il veut à la fois produire sa propre substance, se reproduire avec un partenaire et évidemment ne pas mourir. C'est les 3 fonctions qu'on a vues du vivant, ce qui fait que c'est les 3 types de croyances qu'il peut avoir sur le monde extérieur. Et ce type de croyances, les zoologues, les éthologues appellent ça plutôt des affordances, c'est-à-dire un animal ne voit pas exactement une chaise, etc. Ce qu'il voit et qui a un intérêt vital se détache sur le fond de ce qui est simplement visible. Et c'est quelque chose qui signifie plutôt bon à manger. Il ne voit pas autre chose que, avec l'ensemble de ses sens, bon à manger ou mauvais à manger.
ou bon pour autre chose. Par exemple, pour se reproduire, une femelle ou un mâle dans un autre cas, ou un prédateur. Donc, c'est toujours une forme qui se détache d'un fond qu'on appelle des affordances. Les affordances, c'est des potentialités d'action. Et vous voyez, j'ai mis des traits d'union là. Ici, source de nourriture, là, un prédateur, là-bas, un partenaire sexuel. C'est indécomposable. C'est indécomposable, ça ne signifie pas, il ne se dit pas, tiens, là, il y a un prédateur. Non, c'est une pensée, c'est une croyance globale, c'est une croyance vague et globale, exactement lorsque, par exemple, vous sentez quelque chose, vous rentrez dans une pièce, vous sentez quelque chose. Vous ne savez pas exactement ce que vous sentez, mais voilà, le sens olfactif nous donne un exemple de ce que c'est que la phénoménologie de cette espèce de croyance globale que peuvent avoir les animaux par rapport aux trois types d'affordances qu'ils peuvent éprouver dans leur environnement. Ça, c'est du côté de l'input des croyances. Mais maintenant, si on va du côté des désirs, c'est-à-dire des impulsions à agir pour défendre le maintien de sa vie, sur ces trois aspects, je vous rappelle, métabolisme, reproduction et ne pas mourir, voilà les trois choses qui importent à l'animal en tant qu'être vivant, eh bien il va avoir trois types de désirs, chercher de la nourriture, séduire le partenaire sexuel, fuir le prédateur. Et ça, ce sont des désirs qui, cette fois-ci, ne seront plus des conduites automatiques, mais qui seront éprouvées. Alors, j'ai passé trop de temps avec les animaux, mais parce que je vais essayer maintenant de montrer comment ça risque de se transformer chez cet animal particulier qui est l'Homo sapiens. Alors on va maintenant, on était à l'animal conscient, on va être à la recherche des propres de l'être humain. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un propre ? Alors si je donne une définition logique du propre, c'est une propriété, c'est un prédicat ou c'est un attribut qui a la même extension que le sujet. Ça, c'est la définition logique du propre. Ça signifie que c'est une condition nécessaire et suffisante. Tous les êtres possèdent ce propre et seuls les êtres possèdent ce propre. Alors, une des phrases les plus célèbres de Rabelais au début de Gargantua, c'est « le rire est le propre de l'homme ». Alors, je ne sais pas si le rire est le propre de l'homme, c'est ce qu'on peut supposer, que l'homme est un animal capable de rire. Simplement, vous voyez bien que ce propre-là n'est pas très intéressant. Pourquoi ? Parce que ceux qui vous disent qu'il faut trouver le propre de l'homme, des propres de l'homme, il y en a autant que vous voulez. Je vais pouvoir vous commencer une liste des propres de l'homme. Elle est indéfinie, cette liste. Si on pense, par exemple, aux propres physiques, Homo sapiens est le seul animal qui a un menton. C'est le seul animal qui a des fesses, par exemple. Les autres mammifères n'ont pas de fesses rebondies comme ça. C'est une particularité de l'Homo sapiens qui vient de sa bipédie. C'est le seul mammifère qui n'a pas de rute. Voilà. Il peut faire ça, en gros, quand ça lui chante, si je puis dire. C'est le seul primate aussi à avoir colonisé tous les territoires et tous les écosystèmes de la planète. Alors que nos lointains cousins, que sont les chimpanzés et les bonobos, ne sont jamais sortis de leur strict environnement sylvestre. Ils ne sont jamais descendus de leur arbre. L'être humain, au moins depuis, même avant l'apparition d'Homo sapiens, a colonisé tous les territoires, tous les écosystèmes de la planète, et s'est adapté à tous les écosystèmes de la planète. Alors voilà 3 des dizaines de propres physiques de l'homme. Mais si on va du côté des propres culturels, eh bien, c'est le seul animal qui fait cuire ses aliments, c'est le seul animal qui modèle des outils de pierre, Homo faber, comme disait Bergson, c'est le seul animal qui fabrique des images,
Homo pictor, vous savez bien les richesses des grottes préhistoriques imagées, c'est le seul animal qui plie sa conduite alimentaire et sa conduite sexuelle à des règles symboliques, des interdits, des recommandations, etc., qui ne dépendent pas simplement de savoir si c'est nourrissant ou pas, mais il y a des règles dans toutes les sociétés, qui sont d'ailleurs variables sur les sociétés. Il y a sans doute des règles universelles, comme la prohibition de l'inceste, etc. C'est le seul animal qui rend des cultes aux défunts, etc. C'est le seul animal, je ne sais pas quoi, moi, qui est capable de tiktoker, par exemple. Vous voyez, on peut multiplier à l'infini les propres de l'homme. Ça n'est pas intéressant, les propres. Ce qui nous intéressera, c'est ce qu'on cherche en réalité, c'est quel est parmi tous ces attributs propres, celui, s'il y en a un, qui est essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui dont on pourra déduire tous les autres. Qu'on pourra déduire de là que c'est le seul animal qui fait cuire ses aliments, qui fabrique des outils de pierre, qui fabrique des images, etc. Autrement dit, quel animal conscient est l'être humain? Alors là, on va rentrer dans des théories assez connues, dans des définitions de l'homme, comme on dit, assez traditionnelles. Une des plus anciennes, dont on a prétendu pouvoir tirer tous les propres de l'homme, c'est quelque chose que l'on trouve dès l'Antiquité, chez Platon, qu'on va retrouver chez Hegel, par exemple. Eh bien, ça va être l'idée que... la réponse classique, c'est un animal bipède. C'est-à-dire, on dit en général qu'il y a une bipédie permanente. Alors, ça n'est pas une si mauvaise définition. On a longtemps considéré que la bipédie permanente était un bon candidat à être l'attribut essentiel de l'homme. Pourquoi? Parce qu'on peut déduire de la bipédie permanente un certain nombre de propriétés spécifiquement humaines. La bipédie permanente, on a pu le montrer, permet une régulation de la température du corps, une accélération donc du développement du cerveau, dont on a pu faire là aussi le propre de l'homme, de façon moins immédiatement physique, plus spirituelle. Le fait qu'un quadrupède devienne progressivement bipède, ça a permis l'élévation du regard, ça permet par conséquent la surveillance de plus grands territoires plus vastes. Ça a permis l'accroissement des communautés humaines qui ne pouvaient plus se réduire à quelques individus. Ça a libéré la main, qui ne sert plus simplement à marcher, pour le transport des outils, pour le transport des armes. Autrement dit, définir l'homme comme un animal bipède, c'est une bonne définition matérialiste de l'être humain, parce que ses propriétés spirituelles découlent d'une modification simplement posturale. La station debout, c'est sans doute une des meilleures définitions de l'Homo sapiens du point de vue physique, à tel point que il y a eu un des plus grands paléoanthropologues et anthropologue français, Yves Coppens, qui avait même inventé, il y a une trentaine d'années, une théorie qui s'appelait East Side Story. Vous voyez, c'était un clin d'œil à la fameuse comédie musicale West Side Story. C'était une théorie très ingénieuse qui expliquait l'apparition de la bipédie à partir de la quadrupédie, c'est-à-dire à partir de nos ancêtres communs qui étaient les quadrupèdes, les quadrumanes, n'est-ce pas? Parce que parfois on dit les quadrumanes qui sont devenus les chimpanzés aujourd'hui. L'apparition de la bipédie permanente il l'attribuait à une sorte de changement écologique. La nécessité pour certaines familles de ce qu'on appelle des hominidés de s'adapter au recul de la forêt au profit de la savane lors de la formation de la grande faille du Rift dans l'Est africain. Puisque, comme vous savez, l'être humain est né en Afrique. Côté forêt,
seraient restés donc des primates non bipèdes, quadrupèdes ou quadrumanes, des ancêtres des chimpanzés, et côté savane, une savane qui serait apparue à ce moment-là, des primates apprenant progressivement la bipédie et mieux adaptés à ce nouveau milieu qu'était la savane. Bon, cette théorie extrêmement ingénieuse, puisqu'elle expliquait la naissance de la bipédie à partir d'un changement écologique, est aujourd'hui abandonnée parce que, par suite de nouvelles découvertes paléoanthropologiques, on a découvert en effet des fossiles d'Homo à l'ouest du Rift, et donc tant pis pour cette belle théorie. Alors, passons à une deuxième hypothèse. Quel animal conscient est l'être humain ? Il y a une deuxième réponse classique qui est c'est un animal rationnel. C'est une définition qui, elle aussi, a une très longue histoire, qui a été, qu'on a tirée de certaines définitions qu'on trouvait chez les stoïciens dans l'Antiquité, et qui est passée à travers tout le Moyen-Âge, qui a passé en particulier dans les philosophies thomistes, etc. Alors, réponse classique, c'est un animal rationnel, et évidemment, qu'est-ce que la raison ? Est-ce que la raison, c'est simplement la faculté de raisonner ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'on appelle la faculté de raisonner ? C'est la faculté qui consiste à inférer ou à déduire des conséquences de prémices données. Sachant que P et que Q, on peut en déduire que R. Sachant que tous les hommes sont mortels et que Socrate est un homme, on peut en déduire que Socrate est mortel. Bon. Mais sachant que tous les hommes sont mortels et que tous les animaux sont mortels, que peut-on en déduire ? Rien. Et ça, c'est la faculté de raisonner qui nous l'indique. Donc, est-ce que c'est ça, la faculté proprement humaine ? La faculté de raisonner. Alors, évidemment, il vient immédiatement une première objection. Nous savons bien aujourd'hui que cette faculté de raisonner n'est pas propre à l'homme, n'est-ce pas ? Puisque nous savons bien qu'il y a une capacité intellectuelle des machines à raisonner, et même à mieux raisonner peut-être que nous. Un des premiers grandes blessures narcissiques de l'intelligence artificielle, c'est lorsque le champion du monde d'échecs a été battu par le premier ordinateur, c'est-à-dire un tas de ferraille, comme il disait, et donc depuis, l'intelligence artificielle est capable évidemment d'émuler des formes de raisonnement bien plus subtiles et sophistiquées que celles qui consistent à imaginer des stratégies d'échecs. Donc, est-ce que les aptitudes intellectuelles des machines ne sont pas supérieures aux aptitudes humaines ? Réponse, peut-être, mais les machines n'ont pas de conscience. Quand je dis qu'ils n'ont pas de conscience, ça signifie que vous marchez sur votre machine, ça ne lui fait pas mal aux dents. Bon. Autrement dit, la conscience phénoménale, qui est le plus bas degré de la conscience, celle qu'on trouve au plus bas degré chez les animaux qui ne disposent d'aucune autre faculté, en particulier pas de la faculté de raisonner, c'est la plus difficile à émuler par une machine. Et il n'est pas sûr, il y a un certain nombre d'arguments qui peuvent montrer que jamais, je ne me lance pas dans cette thèse, mais je serai prêt à la soutenir, que jamais les machines n'auront de conscience au sens de la conscience phénoménale. Alors, deuxième objection, quand on dit que l'homme est un animal rationnel, est-ce que les aptitudes intellectuelles animales sont si différentes des aptitudes humaines ? Alors attention, réponse. Quand on dit ça, c'est que l'on confond l'intelligence et la raison. L'intelligence est une aptitude qui peut être chez certaines espèces, n'est-ce pas ? Les dauphins, les singes,
chimpanzés, etc., extrêmement développés. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? C'est la capacité à s'adapter à des nouvelles situations et à trouver des réponses nouvelles. La raison, c'est tout à fait autre chose. La raison, je l'ai dit, c'est la faculté de raisonner, c'est-à-dire de faire des inférences logiques hors de tout contexte pratique. Pour prendre un exemple humain, les plus grands footballeurs, par exemple, ont une énorme intelligence du jeu. Ils sont capables en une seconde de s'adapter à un changement de position d'un joueur partenaire, de l'avoir en même temps que le reste des adversaires, de trouver des failles, etc. Ils ont une intelligence du jeu extraordinaire, ce qui n'a rien à voir avec la faculté de raisonner. Je ne dis pas que ça n'est pas une meilleure qualité, la capacité de raisonner et la capacité intellectuelle qu'on appelle l'intelligence. Je dis que l'intelligence se trouve contextuelle, l'intelligence contextuelle se trouve chez certains animaux, chez certains êtres humains, et c'est tout à fait différent de la faculté abstraite de raisonner, de déduire des conséquences de prémices. Troisième objection, l'homme est-il vraiment un animal rationnel ? C'est parfois l'objection que l'on fait. Les êtres humains ne pensent pas toujours d'une façon rationnelle et ils ne se conduisent pas toujours de façon très raisonnable. En effet, n'est-ce pas, les êtres humains ne sont pas toujours rationnels, ni dans leur déduction, ni dans leur conduite, mais la réponse, c'est que ça n'est pas une objection. Seul un être rationnel peut être dit irrationnel, peut se conduire de façon irrationnelle, c'est-à-dire d'une façon qui n'est pas conforme aux normes de la raison. On n'accuserait pas une poule, n'est-ce pas, d'un comportement irrationnel. Une poule se comporte comme une poule. Et, dernière objection, on oppose généralement deux usages de la raison, deux types de contextes dans lesquels on utilise la raison. Il y a d'abord la rationalité théorique, savoir raisonner. Quand je résous un problème de maths, par exemple, ou de physique, et il y a, d'autre part, la rationalité pratique. La raison pratique, c'est-à-dire la capacité à agir raisonnablement. C'est vrai que les deux sont totalement indépendantes. On peut être excessivement rationnel et totalement déraisonnable. Regardez par exemple les paranoïaques. Les paranoïaques n'arrêtent pas de raisonner. S'il a fait ceci, c'est parce qu'il m'en voulait, et s'il m'en voulait, c'est parce que je lui ai dit ceci, et c'est parce qu'une autre fois, il a réagi comme ça. Ils interprètent tout de façon extraordinairement rationnelle, mais de façon complètement déraisonnable. Il en va de même ce qu'on appelle aujourd'hui les complotistes, n'est-ce pas ? Complotiste, c'est quelqu'un qui voit un complot, des choses qu'on nous cache partout, et par conséquent qui peut être extrêmement rationnel et totalement déraisonnable, parce qu'il n'a aucune base pour cet immense système qui s'appelle le complot. De la même façon, une idéologie comme l'idéologie des régimes totalitaires, c'est à la fois un système totalement fermé, totalement rationnel et totalement déraisonnable. Alors, quelle réponse je donne à cette objection de la distinction entre les deux raisons ? Eh bien, les deux types de rationalité dépendent d'une même structure de la conscience, et c'est ce que, dans la dernière partie que j'aborde maintenant, je vais tenter de montrer. Alors, cette même structure de la conscience, elle suppose le langage. Alors, c'est un mot que je n'ai pas encore prononcé jusqu'à présent, et c'est aussi quelque chose que l'on a attribué exclusivement à l'homme. On disait, l'homme est le seul être capable de parler. Alors, qu'est-ce qu'on entend par parler ? Est-ce que c'est communiquer ? Communiquer des informations ? La réponse est non. Ou plus exactement, on peut parler pour communiquer des informations, mais nous savons que la plupart des espèces sociales, des animaux sociaux,
ont un langage en ce sens qu'ils ont besoin, à l'intérieur de leur communauté, de transmettre des informations. Est-ce que c'est d'exprimer quelque chose? Non. Par exemple, on sait très bien que, là encore chez les animaux sociaux, il y a des modes d'expression de certaines émotions. La peur, le désir, etc. Donc, ça n'est ni une faculté d'expression, en tout cas le langage proprement humain, ni une faculté de transmission des informations. Et qu'est-ce que c'est que la grande différence entre la communication animale et le langage humain? Ces différences, en voilà une liste non exhaustive. Le message animal est toujours lié aux besoins de l'espèce. Par exemple, dans les cas classiques, la transmission d'un signal par les abeilles où se trouve la source de nourriture, c'est lié à un des besoins, et vous savez, qui sont à peu près toujours les mêmes, besoin de nourriture, besoin de reproduction et besoin de fuir le prédateur. La communication animale assure les fonctions liées à la survie, nourriture, reproduction, protection de l'individu ou du groupe. Les signaux ne sont jamais arbitraires, alors que les mots du langage sont arbitraires, il n'y a aucun rapport direct entre le mot chaise et ce qu'est une chaise. Le signal est invariable. Par exemple, chez les singes vervets, c'est toujours le même signal qui permet, par exemple, de faire savoir au reste du groupe qu'il y a une panthère ou que vient un serpent. C'est toujours un seul signal, à chaque fois, toujours le même, et il y a à peu près une dizaine de signaux chez les vervets. La réaction à une information est un acte et non une autre information. C'est-à-dire, on vous informe qu'il y a, je ne sais pas, une panthère, eh bien, vous montez dans un arbre, vous réfugiez. C'est toujours un acte. Ça n'est pas une autre information. Vous ne répondez pas à une information par une information. Donc il n'y a pas de formulation, évidemment, du futur, du passé, du conditionnel. Il est impossible de se référer à des objets ou à des événements absents. Les animaux ne racontent pas d'histoire, le langage animal ne permet pas la fiction, l'énoncé est indécomposable, c'est toujours un seul signal, etc. Et il n'y a pas d'usage de la négation, voilà un certain nombre de propriétés du langage animal, du langage humain qui n'existe pas chez les autres animaux, les animaux sociaux. Alors, maintenant, quelle est la différence essentielle? La différence essentielle, c'est que le langage humain a une puissance infinie. Combien y a-t-il de messages possibles que peut dire un être humain? Une infinité. Par exemple, vous n'avez jamais entendu de votre vie la phrase que je suis en train de dire, et pourtant vous la comprenez immédiatement. Et un enfant de 3 ans est capable en permanence d'inventer des nouvelles phrases qu'il n'a jamais entendues, par simple combinaison, grâce à la syntaxe, n'est-ce pas? Il y a cette capacité à produire un nombre, je ne dirais même pas un nombre, une infinité de phrases et de messages. Et donc il y a une infinité de livres qui sont possibles avec 26 lettres, comme l'a montré une nouvelle célèbre de Borges qui s'appelle La Bibliothèque de Babel. Et donc, cette capacité, parfois certains s'extasient devant certaines prodiges du monde animal en disant « Ah, ils sont capables de produire 5, 10, 15, 20 signaux différents. » Oui, bon, 20, l'infini. Ça n'a rien à voir. La capacité infinie du langage humain est une propriété qui est liée à 2 choses, cette capacité infinie. Elle est liée à la structure prédicative et ce que j'appelle la structure indicative. Qu'est-ce que ça veut dire la structure prédicative? Parler l'humain, si je puis dire, c'est être capable de parler de choses
par exemple de Socrate, et de lui attribuer des attributs. Socrate est sage. Le chat dort. Et cette combinaison est la propriété du langage humain, la capacité à parler de choses individuelles et de lui attribuer des propriétés générales ou universelles. Et donc, c'est la capacité de parler de sujets et de leur attribuer des prédicats. C'est donc la capacité à pouvoir affirmer des choses que l'on tient pour vraies, la capacité à nier. C'est aussi la capacité à pouvoir parler à quelqu'un de la même chose et pouvoir en dire des choses contraires. C'est la capacité à dialoguer. Et c'est pourquoi je dis que l'être humain est un animal parlant. C'est-à-dire qu'il a accès à un langage très particulier qui est l'aptitude au dialogue. L'être humain a la raison qui n'est pas propre à l'homme. Il a le langage qui n'est pas propre à l'homme. Mais il a surtout l'union de la raison et du langage. Et c'est pour ça que j'appelle ça la raison dialogique. L'être humain a la capacité de dialoguer, c'est-à-dire d'affirmer des choses qui peuvent être niées par celui à qui je m'adresse. Et par conséquent, il a la capacité de raisonner en dialoguant, c'est ce qu'on appelle argumenter. C'est le sens classique du mot raison, et c'est ce qu'on trouve dès l'Antiquité, où un animal rationnel, c'est un animal qui possède le logos, et par conséquent, le logos, c'est à la fois la capacité de langage et la capacité à raisonner. Et c'est une seule et même chose. Donc, pour le dire d'un mot, et j'en finis avec ça, il y a aussi une structure qui est indicative. Ce que j'appelle la structure indicative chez l'être humain, c'est la capacité à dire « je », à penser « je », à s'adresser aux autres par un « tu », se référer à soi-même par un « je » et se référer à celui à qui on parle par un « tu ». Et ceci est la capacité propre à l'être humain au dialogue qui est, je le répète, l'union de la raison et du langage. Alors je vais juste, pour conclure, encore 3-4 minutes, voir quelles sont les conséquences de ce logos, de cette raison dialogique sur mon animal conscient. J'en étais là, il a des croyances, il a des désirs, il a la croyance de l'animal conscient, ici source de nourriture, là un prédateur, là-bas un partenaire sexuel, etc. Maintenant, quelles sont les connaissances qui va se passer chez l'animal humain, qui est un animal dialogique? L'être humain dispose maintenant de la structure prédicative et de la structure indicative. Il n'a pas simplement la capacité à avoir une croyance, comme l'animal conscient. Il a la capacité à avoir une croyance sur ses propres croyances. Je prends un exemple. Je rêve, je me réveille. Vous êtes capable de dire « ce n'était qu'un rêve ». C'est-à-dire d'avoir une croyance sur votre propre croyance. Vous croyez il y a 2 minutes que vous étiez en train d'écrire alors que vous apercevez que vous étiez simplement en train de dormir. Vous savez que cette croyance que vous aviez est fausse. La croyance sur une croyance, dire « ce n'était qu'un rêve », ou d'avoir une croyance sur ce que l'autre croit, croyance que ce qu'il croit est faux, c'est ce qu'on appelle l'accès à la vérité ou à la fausseté, c'est une capacité purement humaine. La capacité à avoir des croyances sur des croyances, c'est ce qu'on appelle le jugement. C'est donc le deuxième niveau de connaissance. Non plus comme les animaux conscients, avoir des croyances, mais la capacité à juger. Mais il y a chez l'être humain encore une autre capacité, qui est la capacité à avoir des croyances. Sur ces croyances, si je puis dire, un 3e degré de connaissance. La croyance sur une croyance, c'est la capacité à justifier ce que l'on croit vrai. C'est ce qu'on appelle le savoir. Eh bien, justifier
Je peux justifier ce que je crois par une déduction. Je peux justifier ce que je crois de façon empirique. Pourquoi tu crois que Pierre est absent ? Parce que je l'ai vu sortir. Pourquoi tu crois que Pierre est absent ? Parce qu'il me semble qu'il ne vient jamais le lundi. Donc, ça, c'est la capacité à justifier ses propres croyances. Justifier ses propres jugements, c'est la croyance sur une croyance sur une croyance. Alors évidemment, la question qu'on peut se poser, y a-t-il un 4e degré ? Y a-t-il, au-delà de la justification de ses propres croyances, quelque chose qui est offert à l'homme et à lui seul, un 4e degré de connaissance ? Eh bien, l'idéal de la connaissance, pour l'être humain, c'est de trouver des procédures universalisables de justification des croyances. Et c'est ce à quoi, depuis l'Antiquité, c'est ce qu'on appelle l'épistémé, la science, les sciences, les théories scientifiques. Je ne dis pas que c'est le savoir achevé, mais c'est la capacité à trouver des procédures qui soient universalisables de justification des croyances, ce qui ferait le 4e degré. Alors maintenant, allons du côté des désirs. Du côté des désirs de l'animal conscient, vous vous souvenez, chercher de la nourriture, fuir le prédateur, séduire le partenaire sexuel, tout ça, c'est le 1er degré. Les désirs, le 1er degré d'impulsion, le désir. Mais la capacité de l'être humain, c'est pas simplement d'éprouver des désirs. C'est la capacité à avoir des désirs de second ordre, c'est-à-dire l'être humain, parce qu'il a la capacité que lui donne cette forme de langage, il a la capacité, parce qu'il est un animal dialogique, à atteindre le 2e degré, un désir sur un désir. Le désir de désirer ou de ne pas désirer. Exemple, je suis chez un ami, il est tard, je dois rentrer chez moi, il m'offre un dernier verre. J'ai évidemment le désir de boire, j'aimerais bien boire encore, j'ai ce désir. Mais j'ai aussi le désir de ne pas désirer. J'ai la capacité, parce que je suis un être humain, de désirer, c'est ce qui s'appelle vouloir, ou désirer, ne pas vouloir. Et donc, de dire non à mon propre désir. C'est ce qu'on appelle une volonté, et la volonté qui peut approuver ou désapprouver le désir, c'est quelque chose qui est propre à l'être humain. De la même façon, c'est ce que j'appelle le 2e niveau, le 2e degré, de la même façon, je peux obtenir un 3e degré parce que l'être humain est non seulement capable d'avoir des désirs sur des désirs, mais il est capable d'avoir des désirs sur des désirs, c'est-à-dire des volontés, et de les justifier par ce qui s'appelle des raisons d'agir. Pourquoi ne veux-tu pas un dernier verre ? Parce que ça peut être pour des raisons, il y a pas mal de raisons. Je ne veux pas avoir la gueule de bois demain matin. Je ne veux pas être arrêté par la police en état d'ivresse, ou simplement pour des raisons d'hygiène et de santé en général. Bref, c'est la capacité à justifier nos propres conduites par des raisons d'agir, par des valeurs. Valeurs, ça peut être énormément de choses chez l'être humain. Énormément d'idéaux sont possibles. On peut vouloir la richesse, on peut vouloir l'honneur, on peut vouloir la gloire, on peut vouloir la grandeur de Dieu, on peut vouloir la nation, on peut vouloir la race supérieure, on peut vouloir viser la survie de l'humanité, la justice sociale, le progrès. Tout ça, ce sont des justifications au nom de valeurs. C'est pourquoi l'être humain, parce qu'il a cette structure que j'appelle une structure plissée, qui lui permet non seulement d'agir en fonction de désirs, mais d'agir en fonction de sa volonté, de justifier ses propres volontés et de les justifier par des valeurs, ça en fait le seul animal moral. Mais être le seul animal moral ne signifie pas forcément qu'il agit bien. Agir au nom de valeurs,
il y a des valeurs qui peuvent être terriblement destructrices. Si j'agis au nom de la valeur de, par exemple, la survie du peuple allemand au détriment de toutes les autres valeurs, eh bien, c'est une valeur, c'est un idéal proprement humain. Mais est-ce que c'est un bien pour autant ? C'est pourquoi il y a une 4e degré qui serait, y a-t-il des valeurs universellement justifiables ? La réponse que je suggère dans un certain nombre de mes travaux, c'est que l'humanité, justement, est la communauté de tous les êtres rationnels, au sens que j'ai dit à ce terme, qui peuvent se parler les uns aux autres, par définition, puisque c'est ça un animal dialogique, et qui sont égaux en tant qu'êtres humains parlants. Et par conséquent, reconnaître l'humanité en tout être humain rationnel, c'est le reconnaître comme un interlocuteur possible dans la raison dialogique et considérer cette relation comme le fondement de toute valeur morale. Je dirais donc, qu'est-ce qu'un être humain ? C'est un animal doté d'une raison dialogique, et je vais vous passer rapidement cette avant-dernière diapositive. Être humain, c'est être doté d'une raison dialogique, c'est être capable de penser et d'agir non seulement comme un agent, comme un animal, mais comme un sujet de ses propres volontés ou de ses propres jugements, de ses propres volontés, comme une personne qui agit au nom de valeurs, voire d'atteindre le niveau de l'universel. Et par conséquent, qu'est-ce qu'un être humain ? C'est pouvoir viser des connaissances qui ont une valeur universelle. C'est ce que j'appelle pouvoir voir le monde de nulle part, qui est l'idéal de la connaissance humaine. C'est pouvoir viser des conduites qui ont une valeur universelle, c'est-à-dire, c'est ce que j'appelle l'idéal éthique, pouvoir voir le monde de toutes parts, se mettre à la place de tout autre être humain, puisque tout être ou tout autre être humain est un être humain avec qui il y a interaction possible, étant donné la définition que j'ai donnée de l'être humain par la raison dialogique. Je vous remercie de votre attention. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouveau podcast.